les attentats et les missiles qui sont tombés en Pologne, oui, on a pris plusieurs crans d'un coup en fait au niveau de tension. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais. Ce qui est quand même, comment dire, quelque chose, si jamais c'est bien la Russie qui est derrière ça, donc notamment derrière, que les missiles ont bien été envoyés par la Russie et que les missiles ont été envoyés volontairement du côté de la Pologne, ça reste quand même des mouvements qui sont assez surprenants de la part de Vladimir Poutine, quand même, depuis le début. Enfin, j'ai l'impression. Bah oui, ce serait vraiment bête de se mettre dans cette situation. Ça veut dire qu'automatiquement a provoqué en fait l'application de l'article 5 de la charte de l'OTAN qui fait entrer absolument tous les pays en OTAN directement et ouvertement en guerre contre la Russie. Et donc ça, notons que ça se passe, et donc là on enchaîne sur le sujet d'après, à moins que tu aies encore des choses à ajouter, ça se passe juste à la suite des midterms américaines, où finalement tout le monde a les yeux focalisés sur ces élections, et qui sont quand même, et là maintenant c'est pratiquement unanime, je veux dire, il y a un vrai problème électoral aux États-Unis. Et pas que aux États-Unis, mais là c'est tout le monde a les yeux fixés sur le problème électoral aux États-Unis. Donc, sur la Russie, quelque chose à ajouter, on passe à la suite. Bah oui, non, mais je trouvais pertinent ce que tu disais à propos des midterms, parce que ça, c'est le moment du bilan. On avait déjà relevé pas mal de dysfonctionnements, en fait, au niveau de cette élection. Enfin, pas mal, même, c'est un euphémisme. Et que, en fait, couvrir cette actualité par une actualité beaucoup plus angoissante, plus flippante aux yeux du public, pourrait servir, en fait, en quelque sorte, à médiatiquement étouffer, en fait, tous les dysfonctionnements qui ont eu lieu pendant les midterms. Ouais, mais d'un autre côté, ce qui va à l'opposition de cette hypothèse-là, c'est que ça se passe sur le front européen, alors que c'est quand même les midterms d'un problème qui est quand même spécialement américain. Donc si jamais il s'agissait d'un attentat sous faux drapeau pour détourner l'attention des midterms, pourquoi pas aux États-Unis? Donc c'est peut-être ça, c'est peut-être autre chose. En tout cas, c'est pas très clair tout ce qui se passe là-bas. Tu as raison. Mais d'un autre côté, le paradigme change. Là où l'Amérique, les États-Unis étaient un soutien en fait financier et logistique pour l'Ukraine, avec l'activation de l'article 5, ils deviennent belligérants. C'est pas faux, ouais. Bref, on va voir comment ça évolue. C'est pas vraiment clair. Apparemment, Stratpol a fait une bonne vidéo là-dessus où il donne des hypothèses intéressantes. Moi, je ne l'ai pas vu. Tu l'as vu, toi? Non, je l'ai pas vu. Non, je vais la regarder certainement après. Donc, les midterms et leurs conséquences. Donc, on a quand même un pattern austère. Donc, voilà une blague que j'ai déjà faite, mais que je recycle pour vous, cher public. Et donc, voilà, l'ambiance au niveau du camp des patriotes et des soutiens des républicains, des soutiens de Trump, elle est, on va pas dire morose, mais un petit peu désabusée. Bon, je veux dire, on va pas se mentir, c'est vrai que alors que une vague rouge avait été annoncée, la vague rouge, en termes de résultats, n'est pas arrivé, on s'est déjà exprimé là-dessus. Je veux dire, il y a quand même un certain nombre d'éléments qui laissent penser qu'il y a eu quand même pas mal de fraude. On va revenir par-dessus ici. Mais au niveau des résultats, là où les Patriots s'attendaient à une grande victoire, on a une victoire quand même en demi-teinte qui est arrivée. On va aller un peu plus dans le détail. Il y a des choses intéressantes qui se disent par rapport à qui a constaté par rapport à cette victoire en demi-teinte. Je vais y revenir. En tout cas, au niveau de l'ambiance du Parti républicain, voilà, il y a The Redhead Libertarian, qui est sur Twitter, on trouve Social, c'est Twitter ça, qui résume bien finalement un avis qui est quand même assez communément partagé. Elle dit félicitations aux démocrates du Sénat, parce que il semblerait que ce soit les démocrates qui sont sur le point de remporter le Sénat, pour avoir soudainement pris de l'avance et d'avoir remporté des victoires surprises par des marches parfaites, 4 jours après la fermeture des bureaux de vote, en pleine nuit, seulement dans les États avec vote par correspondance, pour la deuxième fois consécutive. Nous n'avions jamais rien vu de tel en 244 ans. Donc elle pointe du doigt quand même le fait que c'est vrai que les victoires surprises auxquelles personne ne s'attendait, et surtout même les instituts de sondage avant les élections, ont toujours été faits. Il n'y a pas eu de victoire surprise dans un décompte immédiat. Tu sais, c'est toujours, ok, on s'arrête de compter à 96%, on attend pendant des jours et des jours et des jours, et au bout d'un moment, on se rend compte que, il avait besoin de 10 233 voix pour gagner, il en a eu 10 235, il a vraiment eu beaucoup de chance. Donc c'est vrai que ce genre de patterns sont quand même, assez irritants. Dans le sens où il se préoccupe même plus qu'on voit qui triche. Je veux dire, tout le monde le voit qui triche, et maintenant on se retrouve avec une population qui est scindée en deux, ceux qui disent attendez, ça commence à suffire la triche là, et d'autres qui disent mais non, vous êtes des conspirationnistes, qu'est-ce qui vous fait croire qu'il y a de la triche? Donc Trump a fait une déclaration. Je suppose que tout le monde observe l'Arizona, alors que la victoire électorale facile de la grande Carrie Lake lui échappe lentement mais systématiquement, ainsi qu'au peuple américain. C'est une chose très triste à regarder. Les bulletins de vote par correspondance, les longs décomptes électoraux, les élections sur plusieurs jours, les machines que très peu de gens comprennent,
comprennent. Les centres de comptage massifs et plus encore sont un désastre américain. Nos élections sont devenues une blague peu fiable et le monde entier nous regarde. Le monde entier nous regarde. The world is watching, qui est une des phrases que Q a souvent empruntées. D'ailleurs, puisqu'on est là-dessus, effectivement, donc Trump qui prend acte du fait que l'Arizona semble avoir été perdu pour Kari Lake, que ça pose quand même une grosse déception, mais il donne un petit peu le change puisqu'il a fait tout un tas de clins d'œil au camp patriote en retrouffant des images qui sont vraiment à fond dans les phrases de Q, Here we go, when we go on, the storm is coming et compagnie et compagnie. Donc on sent que il fait quand même des clins d'œil à sa base. Il y a d'autres clins d'œil selon moi qui arrivent, donc on les verra un peu plus tard. Et par rapport, donc manifestement il y a eu de la fraude en Arizona et Kari Lake s'était exprimée sur l'Arizona au mois de juillet, si on descend un petit peu. Donc là vous avez la vidéo, et je vous ai mis la phrase qui va bien. Thierry, voilà, on passe pas la vidéo, juste la phrase. En juillet dernier, elle nous disait: nous travaillons dans les coulisses. Donc c'est elle, Kari Lake. Vous allez vous faire prendre. Donc elle s'adresse aux gens qui pourraient potentiellement tricher pour les midterms. Vous allez vous faire prendre. Nous avons des yeux, des oreilles et des avocats partout. Et nos forces de l'ordre sont sur le coup. Nous poursuivons les personnes qui ont volé nos votes. Nous vous surveillons. Vous êtes surveillés. Vous allez le payer très cher. Donc on a eu quand même, quelque part ils ont été, allez-y, fraudez si vous l'osez. Voilà ce qu'elle leur a dit. Donc ils ont fraudé, ils ont osé. Et maintenant, Reuters nous apprend que Kari Lake perd la course au poste de gouverneur de l'Arizona. On va voir comment tout ça va se dérouler. On peut espérer que ce n'est pas fini. Comme la situation au Brésil, on peut espérer que ce n'est pas fini. Oui. Un focus sur le Texas, puisque le gouverneur Greg Abbott, qui a été réélu, a demandé l'ouverture d'une enquête sur les problèmes généralisés survenus lors des élections de mardi dernier dans le comté de Harris. Donc une enquête qui est ouverte au Texas là-dessus. On verra ce que ça donne. Et puisqu'on parle du Texas, une autre demande a été faite. En fait, il s'apprête à prendre des mesures quand même assez radicales et drastiques par rapport à la protection de la frontière sud du Texas, donc qui est en contact avec le Mexique. On sait que la frontière mexicaine est complètement ouverte, c'est une passoire pas possible et que ça pose des problèmes d'immigration qui sont quand même majeurs. Le gouverneur Abbott a dit écoutez, on va prendre des mesures assez radicales par rapport à ça. Il a dit ça ce matin. Donc maintenant, parlons 2 minutes de fraude. Donc un côté support de Trump veut dire la position est quand même très claire. Trump dit qu'il y a eu fraude, tout un tas de supports de Trump disent et annoncent qu'il y a eu fraude et ils disent on va pas se laisser faire. Ce qui est intéressant, c'est que sur cette élection, on en a d'autres qui ont dit ça. On a par exemple Yahoo qui nous rapporte que l'ancienne candidate démocrate à la présidence Hillary Clinton a averti récemment que les républicains MAGA ont un plan pour voler la prochaine élection présidentielle. Donc en fait, si on prend le principe, là on parle pas des midterms, on parle de la présidentielle, on se rend compte que rien n'a changé au niveau du processus électoral, si ce n'est qu'il a été affaibli depuis 2020 par toutes les lois Covid et tout ça. Il y a certains États qui ont dit on va les restreindre un petit peu, mais en gros il n'y a pas eu de changement majeur depuis 2020. Or on se retrouve avec en 2016 un narratif, il y a eu de la fraude électorale, en 2020 un narratif comme quoi non il n'y en a eu aucune et tout était parfait, et en 2022 ils se sont pas vraiment exprimés, mais en gros, c'est toujours la même idée, oulala, les dénailleurs de l'élection, c'est une menace pour la démocratie. Mais par contre, en 2024, les mêmes nous disent que, il va y avoir de la fraude électorale. C'est quand même, le sujet est sur la table de la fraude électorale des deux côtés. Voilà. Et donc, le verre à moitié plein, le responsable et une annonce importante à venir. Donc, il y a eu quand même des choses positives, faut regarder le verre à moitié plein. La Chambre, même si c'est pas encore arrêté, semble être sur le point d'être remporté par les républicains et Trump dit qu'ils ont déjà gagné. Nous avons gagné, dit-il. Pelosi est parti. Tiens, Pelosi, on va y revenir. Pelosi, donc comment on dit, Speaker of the House, comment on dit en français ça ? Chef du Congrès en fait. Oui, la présidente en France. Ouais. Donc Pelosi est parti, donc le Speaker of the House va être remplacé. Nous prenons le Congrès, et si nous pouvons arrêter leur tricherie très évidente, nous prendrons aussi le Sénat, donc ça semble mal parti. Grande victoire, ne soyez pas stupides, montez sur les toits et criez-le haut et fort. Donc Pelosi est parti, ça c'est le premier point. Donc ça veut dire qu'il va falloir trouver un remplaçant ou une remplaçante à Pelosi. On se regarde dans un coin de la tête. Deuxième série de trouffes que Trump exprime, donc là j'en ai mis un seul, mais il y en a plein. C'est la faute de Mitch McConnell. Mitch McConnell, c'est le leader du Parti républicain en ce moment, que Trump n'arrête pas de dénoncer et de pointer du doigt comme étant un mou, un faible et un type qui ne fait pas du tout son rôle de chef de l'opposition. Donc là il nous dit quoi ? C'est la faute de Mitch McConnell, dépenser de l'argent pour défaire de grands candidats républicains au lieu de soutenir Blake Masters et d'autres était une grosse erreur, donner 4 trillions de dollars à la gauche radicale pour le
Green New Deal et non pour les infrastructures était une erreur encore plus grande. Il a fait échouer les élections de mi-mandat et tout le monde le méprise, lui et sa charmante épouse, Coco Cho. Ça doit être le nom de son épouse. Donc voilà, Mitch McConnell qui est quand même pas mal sous le feu pour peut-être aboutir à un changement de leadership au niveau du Parti républicain. Et enfin, un troisième élément que Trump a annoncé, espérons que demain, donc il a dit ça hier, donc le demain en question c'est aujourd'hui, que demain sera l'un des jours les plus importants de l'histoire de notre pays. Pourquoi ? Parce qu'il a annoncé qu'il allait faire une annonce très importante. Ce soir, à 19h30, heure de Floride. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que cette annonce ? Je veux dire, la situation, de mon point de vue, qui n'engage que moi, vous savez, ma boule de cristal marche pas très bien. Mais comment je vois les choses ? Là, une certaine déception dans le camp des Républicains suite au résultat, même si cette déception, quand même, est en demi-teinte. C'est pas une défaite complète, et il va y avoir des changements sur la scène politique suite au départ de Pelosi. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quoi ? Il y aurait bien besoin d'une petite victoire du côté des Républicains. Ce serait bien qu'il y ait une bonne nouvelle pour dire « Ah non, vous inquiétez pas, le plan il continue à se dérouler. » Voilà. Donc, teaser et pas faire d'annonce, c'est une possibilité, mais moi je la vois pas comme ça parce que je pense qu'il y aura une annonce ce soir. Voilà. Maintenant, au niveau de ces annonces, les opinions sont partagées. En gros, les présidents, Trump annonce sa candidature à la présidence en 2024. Personnellement, je trouverais ça décevant. Pourquoi ? Parce qu'il a annoncé, il a teasé, oh là là, très content dans un avenir très très proche. Si c'est pour nous dire, voilà, on est parti pour 2 ans de plus de parti démocrate et que les prochaines élections en 2024, ça-là, on va les gagner alors qu'on s'est fait voler les 2 dernières. Voilà, je pense que ça va satisfaire personne et ce serait assez décevant pour moi et je pense pour un certain nombre de gens. Voilà, ça c'est mon point de vue, peut-être que je me trompe. Et puis ce serait pas une annonce qui serait de l'ordre d'être l'annonce la plus importante de l'histoire du pays des États-Unis. Donc voilà, je trouve que ça matche pas au niveau de la description. L'autre surtout annonce surtout pour rajouter quelque chose, surtout sur le fond de cette élection de midterms qui est pas encore tout à fait finie, mais c'est une victoire en demi-teinte avec un certain goût de pas bon, pas terrible en fait, qui laisse dans la bouche de tous les républicains. Je sais même pas si sur le plan électoraliste, en fait, c'est une bonne chose que de l'annoncer, là, maintenant. Je pense pas non plus, en fait. Alors après, il faut voir, tu sais, parce que les manières dont sont annoncées les choses, des fois, on se dit, oui, on n'avait pas pris en compte cet élément qui nous avait échappé, et finalement, on voit ça sous un autre angle. Toujours est-il que là, à l'heure où je vous parle, voilà. Si c'est ça la grande nouvelle de Trump, je veux bien regarder les choses avec beaucoup d'optimisme. C'est juste déplacer encore une prochaine élection, échéance électorale à 2 ans dans le futur, là où tous les patriotes et la résistance ils sont quand même un petit peu fatigués quoi. Donc voilà, moi je vois pas les choses comme ça. On apprend dans un article qu'on vous a fait traduire qu'il y a un groupe de républicains conservateurs qui s'appelle House Freedom Caucus qui semble se mobiliser pour que cette chose-là arrive. Donc ils expriment que Kevin McCarthy, qui à ce moment-là est le chef de la minorité au Congrès, la minorité républicaine au Congrès, pourrait devenir le chef du Congrès. Ils disent non, franchement, on n'a pas vraiment confiance en Kevin McCarthy. Sa performance aux élections mi-mandat était quand même pas terrible. Donc voilà, ça le House Freedom of Focus le dégage, le mettre sur la touche, et ils disent tiens, on a un plan pour que Trump devienne le chef de la Chambre des représentants. Et là, ça pourrait être drôle quand même. D'un point de vue politique, ça pourrait être quand même quelque chose. Parce que donc Trump pourrait l'être. Il se trouve que d'un point de vue des dispositions légales, a priori, il n'y a rien qui l'empêche. S'il devient chef de la Chambre des représentants, déjà, il revient sur la scène politique à un grand poste de pouvoir. Parce que, je veux dire, le président aux États-Unis n'a pas tous les pouvoirs, et le chef de la Chambre a un certain nombre de pouvoirs, notamment le pouvoir de mettre en accusation, donc d'impeacher, de faire des tentatives d'impeachment sur le président et sur la présidence Biden. Donc ça pourrait être un truc intéressant. L'autre truc intéressant, si cette chose-là se produisait... Oui, vas-y, Nico. Un truc, sur le fond de ce qu'on a vu récemment avec Nancy Pelosi, d'accord, qui s'est rendue au Taïwan, etc. Donc elle avait endossé un certain rôle diplomatique, globalement. Ça veut dire que si Trump... Pas beaucoup de succès, mais oui. Oui, pas beaucoup de... Le fait est, ça veut dire qu'elle représentait les États-Unis dans ses déplacements en fait dans différents pays du monde, notamment en Taïwan. Si Trump il revient là et qu'il prend le chambre, est-ce qu'il ne servirait pas de ces fonds-là pour venir régler certaines choses à l'international, notamment? Mais écoute, c'est une très bonne question, mais comme du coup... Tu sais, comme tapis déroulé... Oui, comme tapis déroulé devant lui afin de arranger les choses dans le monde. On a parlé de cette affaire. Oui, Trump, il va venir et va régler le problème de la guerre en Ukraine, par exemple, tu vois. C'est pas qu'on le disait, mais tu vois, c'était une des hypothèses.
qu'il fallait vraiment des conditions très difficiles dans lesquelles il pourra se montrer un héros devant ça, son c'était peuple. une des hypothèses. Donc, hypothèse, Trump est speaker. Il y a toujours la question de 2020 à régler et de 2022, enfin de l'élection 2020 et de l'élection 2022 à régler. Admettons que cette question soit abordée et que on se rende compte qu'il y a une grosse fraude et que ni Biden ni Kamala Harris ne sont légitimes dans la Maison Blanche. Le prochain en ligne de succession, ce serait Trump. Ce qui peut être intéressant parce que si jamais il y a quelqu'un d'autre qui est, mettons que Pelosi, pas rester, mais admettons qu'ils mettent quelqu'un d'autre, ils mettent Blake Master ou Mitch McConnell à la tête de la Chambre, ok. Si jamais la fraude électorale est avérée, on va se retrouver avec des gens qui vont dire du coup ça veut dire que c'est Trump qui a gagné et c'est Trump qui est légitime, et d'autres gens qui vont dire non, selon la Constitution c'est le House of Speakers qui pourrait être légitime, et mettre une espèce de conflit pour savoir qui est légitime une fois que la fraude est exposée. Ce qui n'est pas le cas si Trump est Speaker. Donc ça pourrait être quelque chose de cet ordre-là. Ouais. Et du coup, vu qu'ils se sont positionnés beaucoup comme les gardiens de la Constitution, et ce pourquoi ils critiquaient les démocrates du côté de Trump, c'était justement en fait qu'ils atteintent systématiquement à la Constitution des États-Unis en essayant, par exemple, d'interdire les armes, etc. Il faudrait qu'ils se placent du côté de la Constitution, pour être cohérents avec eux-mêmes, et que du coup, si la fraude de 2020 est avérée, que ce soit dans tous les cas Trump qui se retrouve à la tête du pays. Un point intéressant, là, je vous ai pas mis le lien, mais quelque chose qui a retenu mon attention, c'est que directement suite à l'annonce de Trump qui est planifiée pour ce soir, on a deux personnages qu'on connaît bien, qui sont Barack Obama et George W. Bush, qui tous les deux font une conférence demain, je crois, ou ce soir, mais genre très très bientôt, sur comment c'est la désinformation, c'est très très grave dans les médias et qu'il faut faire attention à la désinformation. Et donc là, ils t'ont pas sorti des gens, ils t'ont pas sorti des ploucs, ils t'ont sorti quand même des pièces les plus shiny, les plus lustrées qu'ils ont dans leur attirail, à savoir Barack Obama et George W. Bush. Donc ça me paraît pas anodin. Va-t-en-guerre, que ce soit républicain ou démocrate, les gars qui ont retourné le monde sans dessous. Excusez-moi. Bon. Il y a des gens qui ramènent, donc qui regardent un petit peu FTX et se rendent compte que FTX avait un score ESG de gouvernance et de leadership à 50. Donc mieux que ExxonMobil qui était à 38. Donc qu'est-ce que c'est le ESG ? En fait, le ESG, c'est un score qui gère la bien-pensance des compagnies. Si jamais vous avez des éoliennes dans vos bureaux, que vous faites la semaine et le mois des LGBT, que vous mettez vos pronoms à la fin de vos adresses mail, etc., votre score ESG monte. Et ce qui est bien. Comment s'est fait le marché en ce moment ? Il se trouve que les grosses compagnies d'investissement ont comme obligation, ou en tout cas comme principe, de n'investir que dans des compagnies qui ont des scores ESG qui sont élevés. Ok ? Donc comme ça, c'est pour ça que ça justifie un petit peu le wokisme d'un certain nombre de compagnies. Si jamais tu t'affiches pas au mois de juin avec le panneau, avec le drapeau multicolore sur ton site internet aux États-Unis, ton score ESG il baisse et les grosses compagnies du style BlackRock et Vanguard et tout ça n'investissent plus d'argent chez toi. Donc toi, comme tu vas avoir de l'argent pour continuer ton activité, tu mets le drapeau multicolore. Donc en fait, le score ESG, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Et il y a un dernier point sur cette histoire qui a retenu mon attention tout à l'heure, c'est que on est à peu près quoi ? On est le 15 novembre, donc on est une semaine après les midterms américaines qui ont été, on en a parlé tout à l'heure, qui ont été en partie volées par le Parti démocrate. Okay ? Une semaine après, on a un scandale financier d'une ampleur jamais vue auparavant qui a lieu. Donc, en termes de timing, on peut se dire, tiens, est-ce que peut-être les patriotes sont impliqués là-dedans ? Est-ce que peut-être les patriotes sont impliqués dans ce scandale qui expose une énorme machine à laver d'argent entre la Maison-Blanche de Joe Biden, l'Ukraine et un marché de crypto-monnaie qui était complètement pipoté et qui a fait perdre des milliards de gens à plein de gens ? Quand est-ce qu'on a déjà vu ça, en fait ? Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a vu fin janvier, début février 2021 ? Donc, ça fait presque 2 ans maintenant. C'était suite à l'élection américaine qui avait été volée par les démocrates et qui a vu Joe Biden mis en place à la Maison Blanche. Quelques semaines après, on a eu GameStop, qui a été coupé. Je sais pas si vous vous souvenez. Ouais. On a eu l'affaire GameStop. Donc ça, c'était en 2021.
cette affaire, cette gros scandale financier où finalement il y avait des hedge funds qui avaient parié à la baisse sur l'action d'une compagnie qui vend des jeux vidéo qui s'appelle GameStop. Ils ont parié à la baisse, ils se sont dit tiens, l'action de GameStop va baisser et nous comme on a parié à la baisse dessus, on va se faire plein de pognon dans la chute de GameStop. Et il se trouve que il me semble que c'était sur Reddit, des gens avaient vu que ces gros hedge funds s'étaient mobilisés et que si jamais l'action de GameStop baissait, eux, ils allaient gagner beaucoup d'argent. Alors, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire ? Ils ont décidé d'acheter massivement du GameStop. Pourquoi ? Parce que si jamais ils augmentent la demande de GameStop, le prix de l'action de GameStop va monter. Alors bon, eux, est-ce que c'est intéressant financièrement ou pour eux ou pas ? Je veux dire, c'est pas tellement la question. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le fait que plus le prix... ils sont fait du pognon. Ils ont gagné pas mal de sous. Ouais, mais ce qui est surtout intéressant, c'est que les hedge funds qui avaient parié à la baisse sur GameStop se sont retrouvés à perdre une énorme quantité d'argent. Et donc, on a déjà eu une exposition de toute cette fraude financière de ce marché qui est truqué. C'est-à-dire que quand c'est les gros joueurs, les gros poissons qui gagnent, après ils gagnent et c'est super. Par contre, quand c'est les gros poissons qui perdent, ils se débrouillent pour dire ah oui, mais non, mais en fait c'était interdit, on n'aurait pas dû, on va faire une nouvelle loi et on va vous rembourser les pertes et des choses comme ça. Parce qu'en fait, c'était ça qui s'était passé. Et donc, le timing est quand même suffisamment similaire pour être frappant, je trouve. Voilà. Quelques jours après une élection, énorme scandale financier encore. Ça m'a rappelé un truc, ça m'a rappelé quoi ? Ça m'a rappelé le dernier drop de Q qui a été sorti il y a quelques jours et que je vous ai mis un petit peu en bas. Si tu veux bien descendre. Voilà, qu'est-ce qu'il nous disait Q ? Qui sont les voleurs silencieux ? Pourquoi vous manipulent-ils ? Comment volent-ils votre richesse ? Donc là, on est quand même bien dans le sujet, quoi. Bulle, crash. Voilà, il y a une bulle du FTT, de la compagnie FTX, et puis maintenant ça a crashé. Voler, ouais, voilà, on en a parlé. Mentir, on en a parlé aussi. Répéter. Qu'est-ce que l'inflation ? La manipulation monétaire. La taxation sans représentation. Mettre fin à l'interminable. 1913. Donc 1913, encore une fois, c'est une année c'est l'année de la création de la Réserve fédérale américaine, la dernière qu'on a là en ce moment, qui est en place en ce moment aux États-Unis. Et donc le 1913 en question semble clairement faire référence à la Fed, qui est un sujet abordé à plusieurs reprises par Q, et que voilà, selon le plan, Q nous informe qu'à un moment donné, il va être mis fin à la mainmise de la Fed sur toute l'économie. Et donc voilà, ce qu'on vient de voir avec le scandale FTX pourrait être de mesure à aller dans ce sens-là, puisque voilà, l'économie et voilà, le grand casino de l'économie mondiale qui justifie les famines, qui justifie qu'il y a des gens qui ont des milliards et des milliards et des milliards et des gens qui ont rien de quoi bouffer et des milliards de gens qui ont rien à bouffer à la fin de la semaine. Voilà, la Fed est responsable de ça en partie et ça semble être mis sur le devant de la scène en ce moment. Donc, mais cette histoire, elle révèle une grosse chose, c'est-à-dire que les crises internationales comme justement, de quelle manière, c'est un exemple parfait de quelle manière les crises internationales comme les guerres, les famines, etc. peuvent servir certains intérêts en fait dans le lavage d'argent, de passer l'argent du public vers les poches de privés. Parce que quand l'argent il rentre dans les poches par exemple du Parti démocrate, ça veut dire qu'il rentre dans les poches du Parti démocrate, quoi. C'est carrément les démocrates qui se le distribuent. Et pour soutenir aussi les politiques, voilà quoi. À un moment donné, tu vois, ce qu'on a vu en 2020 avec tous ces médecins qui ont été tous ces médecins de plateau là qui nous disaient tous la même chose par rapport à la crise Covid. À un moment donné, il y en a un certain nombre d'entre eux qui ont été payés. Donc pour les payer, il faut de l'argent. Ça, c'est le genre d'argent qui sert à financer ces gens-là. C'est le genre d'argent qui sert à financer, tu sais, les gangs du style MS-13, Antifa et tous les foot soldiers là qui viennent mettre le boxon là dans la ville, qui a une statue et qui viennent cramer des magasins quand les démocrates jugent que c'est le temps de le faire. Donc tous ces gens-là doivent être payés. Et à un moment donné, tu peux pas les payer directement avec de l'argent. Tu peux pas dire on va donner $150,000 aux Antifa de Portland parce que voilà. Non, il faut les payer par de l'argent qui a été blanchi. Et là, on a un exemple de la grosse machine à laver de l'argent qui pourrait être utilisée. Il y en a certainement d'autres, hein. Mais en tout cas, celui-ci est exposé et neutralisé. Je trouve ça quand même intéressant que tous ces genres de choses se reviennent quand même, comme tu l'as évoqué, après les échéances électorales, toujours pour montrer une sorte de fraude, comme c'était le cas avec GameStop. Comme c'était le cas avec GameStop, pardon. Mais sinon, en dehors de ça, c'est certainement un des plus gros scandales qu'il y a jamais eu aux États-Unis. Qu'un parti politique, en fait, il organise un schéma international d'une importance pareille, et là c'est démontré d'une manière irréfutable, pour remplir ses propres caisses. C'est servir d'un prétexte d'une guerre pour faire ça. Avec justement une organisation comme le FTX qui a été montée par des copains qui sont issus de la même université, les copains de la fac en quelque sorte.
Bah écoute, moi j'irais pas jusqu'à dire que c'est pour l'instant prouvé de manière irréfutable. Je pense que effectivement une enquête doit avoir lieu. Je sais pas comment ça marche le FTT et ces crypto-monnaies-là. Est-ce que ça marche comme du Bitcoin et donc est-ce que tu peux tracer les transactions l'une après l'autre? Est-ce que le fait de tracer ces transactions pourrait nous éclairer sur voilà les liens entre l'Ukraine, le Parti démocrate et tout ça? Je pense qu'il y a encore un certain nombre d'investigations qui doivent être faites avant d'arriver à des conclusions aussi fermes. Mais on va voir un peu si ces investigations vont-elles être faites ou pas. Ça met quand même un gros coup dans le marché des cryptos, hein, parce que voilà, l'ensemble du marché des crypto-monnaies a été quand même très très déstabilisé par tout ça. Les gens peuvent voir ça comme une bonne ou comme une mauvaise nouvelle. Le fait que, comment dire, pas des financiers par rapport à ici, mais aujourd'hui, par exemple, le Bitcoin est beaucoup plus abordable qu'il était il y a un an, et donc peut-être pour certaines personnes, ça peut être une bonne nouvelle. Encore une fois, sur les cryptos, moi je sais pas ce que je fais, donc je m'en sers pas. Moi je ne vais pas investir là-dedans. Si vous savez pas ce que vous faites, n'allez pas investir là-dedans. Il y a beaucoup d'argent à perdre là-dedans. Il y a certainement aussi beaucoup d'argent à gagner, mais il y a plein de gens qui ont perdu énormément d'argent là-dessus. Donc, avant d'aller vendre votre maison pour acheter, je sais pas quelle nouvelle coin qui vient de sortir, pensez-y 2, 3, 4, 5, 6 fois et dites pas que c'est les décodeurs qui vous ont envoyé parce que c'est pas du tout le message que nous on vous envoie. En tout cas, voilà, ça a des conséquences économiques majeures et voilà. Donc, je propose qu'on passe à la suite. Allons-y. Ok, donc ça on revient un petit peu sur la France et on aborde la question du pass carbone. Donc vas-y. Exactement. Nous avons pas mal soulevé le sujet qu'après la crise Covid, en fait, le sujet mainstream par excellence, au-delà de la guerre évidemment, ça sera le sujet de climat en fait et tout ce que ça implique. Et notamment ici, nous avons un peu de nouveau. Nous avons parlé avec vous en septembre 2021, nous avons parlé de cette carte qui s'appelait Docomi ou quelque chose comme ça. C'était une carte de crédit en fait qui a été présentée par le Forum économique mondial qui était basée sur le crédit carbone, vous savez. C'est-à-dire que vous la rechargez et quand vous avez atteint votre seuil de consommation carbone, par exemple, si vous achetez de la viande et après vous avez fait votre plein d'essence, autant pendant toute une semaine, vous ne pouvez plus vous en servir, vous ne pouvez plus dépenser de l'argent. À l'époque, c'était une grosse théorie de complot, complètement délurée, etc. C'est pas cette vidéo, c'est celle qui est juste un peu au-dessus. Et plus récemment, voilà, c'était ici. Voilà, elle ressemblait à ça, c'était une carte noire et en plus il travaillait en collaboration avec Mastercard justement pour le mettre en place. C'était un peu vague à l'époque, même si nous avons parlé, c'était pas très concret. Là plus récemment, nous avons vu que le président de la France, comment on l'appelle maintenant? Tu as une idée? Ouais, appelons le président de la France. Voilà. Appelons le président de la France. Le président de la France, dans cette vidéo, il nous a exposé concernant les objectifs carbone du monde et tout, qu'il faut responsabiliser surtout aux États-Unis et en France des gens individuellement. En fait, en leur appliquant en fait une certaine réglementation carbone, un certain seuil carbone et tout ce genre de choses. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, nous arrivons à quoi? Nous arrivons un peu plus bas, si tu veux descendre, Thierry. À des commentaires fiction qui sont relayés par BFM TV, qui s'appelle 2050 ouvrons les yeux, qui nous parle clairement en fait d'une carte carbone proposée aux Français et qui fonctionne exactement sur le système qu'on avait énoncé il y a maintenant plus d'un an de ça, quand il était encore en préparation. Tout ça nous appelle quoi? Ça démontre très clairement qu'en fait, les politiques nationales, surtout en Occident, aujourd'hui, ils sont décidés au niveau du Forum économique mondial. Et tous les représentants qu'on élit, en fait, ils n'établissent pas de politique, ils ne font qu'appliquer des agendas de cette institution. Certes, on se répète, mais maintenant, les choses, ils deviennent très, très concrètes. Et ces images-là, ils servent à ce que, dans l'imaginaire général, parce que cette histoire, tu sais, de la première carte il y a un an, il n'y a pas grand monde qui le savait. Il y avait des gens qui regardent les décodeurs, d'autres gens qui regardent d'autres sites de réinformation, peut-être qui en ont parlé. Mais aujourd'hui, les images de BFM TV, ça s'adresse aux 60 millions de Français, en fait, globalement. Et donc, ça implante déjà l'idée, la graine de l'idée, l'inception de l'idée dans l'esprit de tous les Français directement. Que ceux qui y croyaient et que ceux qui n'y croyaient pas. Et surtout ceux qui avaient les yeux fermés, surtout que ce soit sur la crise Covid, etc. Petit à petit, on prépare l'opinion à ce que cette carte, elle arrive demain comme étant obligatoire. Ou peut-être demain,
Vous savez comment je pense que ça risque de marcher? Vous avez vos cartes de crédit, ils arrivent à une date d'expiration. Toi, par exemple, Rudy, c'est quand? À peu près. Moi, c'est en 2024, la mienne. Ouais, moi aussi, ouais. Voilà. Et lors de la période de renouvellement de carte, la carte qu'on va envoyer, elle sera déjà intégrée avec une puce de lecture qui prendra en compte sur vos consommations votre empreinte carbone et qui se bloquera tout seul lorsque vous les avez dépassés. Donc, dites bonjour au pass carbone en France. Il y a quelque chose qui me vient en tête là par rapport au sujet précédent qu'on vient d'aborder et tout ça, c'est que un des sujets qu'on n'a pas abordé sur les cryptos, c'est que les banques centrales essaient de faire leur propre crypto-monnaie. En ce moment, là, ça pousse beaucoup pour mettre en place les crypto-monnaies des banques centrales. Alors, si les crypto-monnaies, vous pouvez avoir des doutes et vous dire, ah oui, c'est bien, ouais, c'est pas bien, les Dogecoin et les machins et les Ethereum et compagnie, je pense qu'on va tous arriver à la conclusion que sur la question des crypto-monnaies des banques centrales, c'est clairement un outil d'esclavage absolu. À partir du moment où on met le doigt dans les crypto-monnaies des banques centrales, ça veut dire que les banques centrales ont droit de vie ou de mort sur tout ce que vous faites, tout ce que vous consommez, tout ce que vous achetez. Ah, toi, tu as acheté trop de ci. Ah, toi, tu as consommé trop de ça. Ah, toi, tu as dit quelque chose qu'il fallait pas. Ah, toi, tu n'as pas acheté ce qu'il fallait. Tu n'as pas voté comme on t'a dit. Et ben, dans ces cas-là, on va te dire, on va te mettre des restrictions sur ton porte-monnaie de crypto, de banque centrale. Voilà, donc c'est intéressant que dans le même temps où il y a un gros push, en tout cas en France, pour aller vers ces systèmes de contrôle d'exactement tout ce que tu dépenses, parce que ça c'est inédit, c'est quand même un pas qui n'avait jamais été franchi dans le passé. Tu vois, avant, tu étais limité sur la quantité d'argent que tu avais. Si jamais tu gagnes 2 000 € par mois et que tu décides d'acheter que des carottes avec tes 2 000 € par mois, personne n'était supposé pouvoir te dire « Ah non, t'as acheté trop de carottes, tu peux plus. » Ou que de la vodka, ou que de la viande. Mettons, toi, t'aimes le foie de veau, tu utilises tout ton salaire pour acheter du foie de veau. Personne pouvait te mettre une restriction à ça. Après, peut-être que toi-même, tu pouvais mettre un jugement sur la pertinence ou pas de tes achats. Mais là, maintenant, on en arrive à un nouvel axe de contrôle. Il y a eu beaucoup d'axes de contrôle inédits ces 2-3 dernières années. Quand est-ce qu'on a le droit de sortir de chez nous? Qu'est-ce qu'on doit se mettre dans notre corps? Qu'est-ce qu'on doit avoir pris comme médicament ou pas pris comme médicament pour avoir le droit d'aller faire du sport dans la salle de gym ou d'aller au supermarché ou d'aller au cinéma? Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on a dépensé comme argent? Voilà, donc cette espèce de... Encore une fois, c'est ce que je vous disais la semaine dernière. Finalement, la crise climatique ou le Covid ou toutes ces choses-là sont complètement secondaires. Ce qui est important dans la tête des gens qui veulent pousser ces choses-là, c'est le contrôle. Leur ennemi, c'est pas le Covid. Leur ennemi, c'est pas le réchauffement climatique. Leur ennemi, c'est votre liberté, votre autonomie et votre indépendance. Donc, Et ça s'accompagne justement avec cette idée, et tu en as parlé dans une des 2 vidéos qui ont été présentées en dessus. Je vous invite à les revoir d'ailleurs, le timecode est placé au bon endroit. Avec cette déclaration de président de la Banque des échanges internationaux, tu sais, celui qui est assez obèse. Ah ouais. Qui disait que nous, on veut contrôler absolument ce que les gens ils achètent, ils vendent, etc. Et à la fin, on veut en arriver à supprimer l'argent en fait en tant que tel, l'argent liquide. Et justement, si tu as 2 monnaies concurrentes, si tu as une monnaie comme on l'appelle l'euro aujourd'hui et à côté la monnaie carbone, progressivement, tu peux basculer de l'une vers l'autre. Parce que regarde, il suffit de toi de déterminer, si tu as le contrôle à déterminer combien tel ou tel produit coûte en empreinte carbone, elle deviendra beaucoup plus pertinente, in fine, cette cotation, cette valeur-là, elle deviendra plus pertinente que la quantité d'argent que tu possèdes sur ton compte. D'ailleurs, ça va exactement dans le sens d'une vidéo du World Economic Forum là qu'on a passé, il me semble, la semaine dernière, où on voyait un bonhomme qui nous disait que le carbone devient une monnaie, quoi. Maintenant, en fait, les arbres, le potable, tout va devenir une monnaie. Toute la consommation qu'on va avoir, et notamment le carbone, en fait, c'est pointé du doigt. Ça pourrait être la bonne manière de compter. Voilà quoi, ce que l'esclave lambda a le droit de consommer ou de ne pas consommer. Alors vous pouvez bien être sûr que la quantité que vous avez le droit de consommer, là ils vous disent maintenant qu'ils comptent diviser par 4 la quantité de carbone que vous êtes supposé pouvoir dépenser en l'espace de 30 ans. Voilà, ça c'est on va dire la démo pour faire passer la pilule. Donc qu'est-ce que ce sera la réalité si jamais ce genre de narratif se produit? À suivre. En tout cas, c'est pas une très surtout bonne, à voir que tout ceci, c'est fait sous des faux prétextes. Et nous en avons parlé, notamment si tu veux descendre un peu, Thierry, nous en avons parlé justement dans la pilule rouge qui s'appelle l'arnaque climatique. C'est-à-dire qu'un faux problème qui nous est imposé, et trouve une fausse solution
après que nous, on observe que, effectivement, parce que les gens, ils s'imaginent, dans le climat, ils s'imaginent quoi? Ils s'imaginent que la pollution des fonds des mers, tu sais, la pollution au plastique, aux produits chimiques, etc., ça fait partie du même problème. Alors que là, on prend une part. On prend une part, c'est le CO2, qui n'est pas du tout avéré comme étant un agent, justement, du changement climatique profond. Mais le truc, c'est que dans l'esprit des gens, ça s'associe avec tout le reste, avec la pollution, toutes sortes de pollution. Et on prend ces facteurs-là, qui est extrêmement arbitraire et qui n'est pas du tout démontré par la science, puisqu'il y a autant de scientifiques aujourd'hui qui s'opposent à cette idée, qui la promeuvent. Il est pris pour changer la structure sociale, carrément. La structure sociale de nos sociétés. Donc, en fait, c'est une solution qui n'en est pas une, puisqu'elle ne va strictement rien résoudre. L'actualité, avant de passer à la suite, en France, la dictature en marche. Donc je me suis mis une petite médaille d'or parce que je suis assez fier de moi. La dernière pilule rouge qu'on avait fait dans un live qui s'appelait Complotisme et dérives sectaires, on essayait d'établir que les dérives sectaires au niveau du gouvernement français, en fait, ils cochaient toutes les cases, en fait, à un certain nombre de points. Je crois que tu as 10 points pour déterminer si une entité pourrait être susceptible d'être de causer des dérives sectaires, et en fait, il coche tous les points. Donc, il se trouve que, semble-t-il, si tu la postes sur Twitter, cette pilule rouge, c'est bannissement immédiat et définitif. Donc, on a dû toucher une corde sensible. Donc, voilà, partagez-la à vos risques et périls, si vous voulez faire l'expérience. Toujours est-il que, on va continuer un petit peu sur le même sujet. Est-ce que tu veux bien descendre un petit peu ? Voilà, donc quel est le sujet ? Il se trouve qu'il y a un document de l'éducation nationale française qui date de mars 2022 qu'on a porté à notre connaissance. Quand je dis on, c'est des gens qui regardent l'émission et qui travaillent dans l'éducation nationale, donc des professeurs ou bref des gens qui travaillent dans le milieu scolaire, qui nous dit oh là là, on nous a fait des réunions, on nous a parlé de ce document-là, c'est vraiment n'importe quoi, ça fait peur. Du coup, on s'est dit tiens, on va aller creuser, on va aller fouiller. Donc le lien vers le document qui va bien sur le site de l'Éducation nationale, donc officiel avec le tempo bleu, blanc, rouge, Marianne, la totale, vous l'avez tout en bas. Et là, vous avez ce que j'ai surligné en bleu, qui sont les éléments qui ont un peu attiré mon attention. Donc, dérives sectaires et cadre législatif. On nous dit les libertés de conscience, d'opinion et de religion sont garanties par les textes fondamentaux que sont la Déclaration des droits de l'homme, la Constitution, l'article 9 de la Convention européenne et la loi de 1905. Ah, donc là on est rassuré. Pour autant, nous dit-on, voilà, c'est le mais qui fait plaisir ça, la loi veille également à préciser les limites de ces libertés car tout n'est pas permis au nom des libertés. On parle de liberté de conscience, d'opinion et de religion. Donc apparemment, en termes de ce que tu as dans ta conscience, de quelles sont tes opinions et de quelle est ta religion, tout n'est pas permis, nous dit le gouvernement français. Rien que là, on pourrait déjà dire, oh là, il y a un warning quand même. Voilà, la lutte contre les dérives sectaires respecte à la fois les libertés individuelles, mais aussi le droit à la protection des personnes et des biens. Ok, très bien. Ensuite, on nous donne un certain nombre de textes de loi qui protègent les personnes fragiles de ces dérives sectaires et de ces espèces de formes de suggestion psychologique ou physique. On a la loi Abou Picard de 2001. On nous dit depuis 2001, cette loi protège la personne en état de suggestion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pression grave ou réitérée ou de techniques propres à altérer son jugement. Donc moi, ça m'a rappelé des trucs. J'ai continué à lire l'article et on nous parle de l'article machin 223-15-2 du code pénal, modifié comme ci comme ça. On nous dit l'exercice de pression grave ou réitérée ou de techniques propres à altérer le jugement d'une personne pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte, à une abstention d'actes, donc de fait d'agir ou de ne pas agir dans un certain sens, qui lui sont gravement préjudiciables. Moi, ça m'a rappelé quelque chose, en fait, ça, c'est juste l'image qui est en bas, c'était ça. Et si on va descendre, voilà. Moi, ça m'a rappelé le passeport vaccinal. Parce que finalement, le vaccin n'a jamais été obligatoire à proprement parler. Par contre, on a fait preuve de suggestion psychologique et d'intimidation et de tous les mots qui sont employés là-haut. Si tu veux bien remonter un petit peu, on va les relire, Thierry. Voilà, de suggestion psychologique pour conduire des personnes, alors qu'elles soient faibles ou pas, parce que dans le tas des personnes, il y avait il y avait des gens, des personnes âgées, il y avait aussi des enfants, hein, donc des mineurs, donc on est pile dans le sujet, et qu'est-ce qu'on leur a demandé de faire ? On leur a mis une grosse pression pour faire un acte qui leur sont gravement préjudiciables. Parce qu'un enfant de 18 ans qui n'a aucune chance d'avoir une forme grave du Covid, selon les statistiques de la santé publique de tous les pays du monde, avec les 2 ans et demi, presque 3 ans de recul qu'on a, qui s'injecte
une saleté d'injection dans le corps et qui meurt dans les jours, dans les heures qui viennent, à un moment donné, il a eu une pression psychologique qui a été exercée sur lui par qui ? Par le gouvernement notamment, ok, pour conduire cette personne ou ce mineur à un acte qui a été gravement préjudiciable vu que le mec il est mort. Là, on pense notamment à des gens comme Maxime Beltrame, dont on avait parlé. C'était un jeune de 22 ans. Voilà, il voulait partir en vacances avec et puis du coup il s'est fait injecter parce que c'était ça. Et puis quelques heures après, il était décédé, le pauvre. Grosse pensée pour lui, pour ses parents et pour tous les gens qui sont, parce que bon, Maxime Beltrame c'est un symbole, voilà, on connaît son nom, mais pour tous les gens qui sont qui se sont retrouvés dans une même situation que lui, tu vois, c'est-à-dire qu'ils ont perdu un proche ou qu'eux-mêmes ont eu des graves soucis de santé suite à cette injection. Pourquoi les gens ont fait cette injection ? C'est pas pour se protéger du Covid. La plupart des gens leur disaient, faut faire l'injection parce que comme ça, vous êtes autonome, vous pouvez aller à la salle de muscu, vous pouvez aller dans les restaurants, vous n'allez pas tuer votre grand-mère et des choses comme ça. Donc bon, voilà, donc vous avez vu, c'est un petit peu le même sujet sur lequel on enfonce le clou. Donc voilà. Comment ça s'appelle ça s'appelle pas extraction de consentement, mais extorsion de consentement. Exercice de pression grave ou réitéré sur des ou de techniques propres à altérer le jugement de personnes faibles ou de mineurs. Voilà. Mais c'est carrément le cas. Là, on est 200% dedans. Avec toute la publicité gouvernementale, si vous vaccinez, vous pourrez faire des câlins à vos grands-parents, sinon vous allez les tuer. Et tu sais, et le truc de la bûche dans la cuisine, etc. C'est très traumatisant. Et il y a un truc qui est intéressant parce qu'il y a quand même pas que des mauvaises nouvelles dans ce document. On monte un tout petit peu au-dessus de la photo, s'il te plaît, Thierry. On nous dit, lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement, ok, mettons la France par exemple, qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la suggestion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, ouais, on est bien dedans, les peines sont portées à 5 ans d'emprisonnement et à 750 000 € d'amende. Bon voilà, Macron, Olivier Véran, il y a un article de loi qui semble s'appliquer à vous, donc voilà. Je vous invite à vous poser la question. Et s'il y a des juges qui regardent ça, peut-être qu'ils ont aussi des questions à se poser de ce côté-là. Donc vas-y, on descend. Attends, quelle heure il est là ? Il est 4 heures, il nous reste 30 minutes. Ok, un individu est en danger de risque sectaire, nous dit le document, lorsque lui sont imposés par un groupe organisé ou un individu isolé des discours, des pressions, des menaces, des techniques de suggestion ou des pratiques ayant pour but de créer, de maintenir ou d'exploiter un état d'emprise psychologique ou physique, le privant de tout ou partie de son libre arbitre. Le privant de tout ou partie de son libre arbitre, je redis ça, avec des conséquences dommageables pour son développement. Je pense qu'on est en plein dans le sujet aussi. Et là, donc, on a Macron avec une photo qui est très bizarre. Il y a une personne qui a dû la main un peu lourde sur Photoshop, j'ai l'impression, sur cette photo de Macron, parce que on le reconnaît pas très bien. En tout cas, ça c'est un verbatim de Macron qui nous est rapporté par I24. Moi, je ne suis pas là pour emmerder, je ne suis pas pour emmerder les Français. Je peste toute la journée contre l'administration quand elle les bloque. Et bien là, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Donc on va continuer de le faire jusqu'au bout. C'est ça la stratégie. Est-ce que cette phrase ne tombe pas dans le texte de loi qui vient d'être cité un petit peu Est-ce que c'est pas une dérive sectaire, ça ? Je me pose la question. Je pense qu'on est en mesure... Et surtout quand il parle de l'empêcher, le développement des gens, moi je pense à tous les étudiants qui ne pouvaient pas s'inscrire en fait, sans être vaccinés dans certaines filières universitaires et tout ce genre de choses. Est-ce que n'est-ce pas un frein au développement personnel ? Est-ce que c'est pas un frein au développement personnel si ta mère elle peut pas aller travailler parce qu'elle a refusé de se faire injecter ? Je veux dire, ces freins au développement personnel, sans salaire, ouais. C'est cette suppression du libre arbitre, les conséquences dommageables pour le développement. Je veux dire, on dirait qu'elle a été faite pour ça, cette loi. Pas vraiment en fait. Donc, si on descend un petit peu, alors pourquoi on vous parle de tout ça finalement ? Donc voilà, nous y voilà, parce que maintenant, comment ça s'applique tout ça dans le cadre de l'école ? Concernant un élève, nous dit le document, des signaux faibles peuvent être observés dans le champ scolaire et alors dans le champ de la santé, voilà les signaux qui peuvent être comment on dit ? Je sais plus parler français. Qui peuvent indiquer qu'il y a des dérives sectaires qui sont en train d'être pratiquées sur un enfant, dans l'environnement d'un enfant. On nous parle du refus de s'alimenter en restauration scolaire. Bon, je sais pas si ça a changé dans les écoles, mais moi, quand j'allais à la cantine, c'était vraiment pas bon. Donc ça, c'est un petit point de détail, ça. Régime alimentaire carencé, ok, atteinte physique, amaigrissement, arrêt de croissance. Bon, voilà, on pourrait peut-être se poser la question des pubs McDonald's, ici. Fatigue excessive liée aux conditions de vie et au manque de sommeil. Ouais, ça c'est vrai que quand t'es un élève, c'est bien de se préoccuper de tes conditions de vie et de bien dormir. Ça, c'est très important. Par contre,
Donc des signes de dérive sectaire, refus des traitements ou d'examens médicaux, ok, rupture du suivi thérapeutique et privation des soins conventionnels. De soins conventionnels, ça veut dire dans le cadre du Covid, c'est vaccin ou remdesivir. Hein, voilà, c'est ça les 5 conventionnels. Et même ils y vont carrément de manière très explicite. Refus de vaccination, contestation de la liberté d'utiliser une contraception. Donc sur le point de la contraception, c'est un autre sujet sur lequel je ne vais pas rentrer ici, mais il y a marqué tel quel refus de vaccination. Donc si je sais pas moi, votre enfant par exemple, il a décidé de ne pas se faire vacciner parce que vous lui avez dit hey, te fais pas vacciner, regarde, je te montre des documents que c'est pas une bonne idée. Eh ben ça peut être considéré comme une dérive sectaire. Un peu plus bas dans le document, on nous dit ah oui. Hein, donc les pressions psychologiques sur les enfants, ça va. Par contre, un autre exemple de dérive sectaire, la méditation de pleine conscience est cité comme un exemple de dérive sectaire. Donc si jamais vous dites à votre gamin tiens, on pourrait faire un peu de méditation parce que ça calme, ça permet de se poser l'esprit, ça permet d'y voir un peu plus clair, ça permet d'être moins dans le nez dans le guidon, ça peut être considéré comme une dérive sectaire. Donc là vous avez le document prévention et lutte contre les dérives du ministère national de la jeunesse, blablabla. Et voilà. Et pourquoi on vous parle de ça ? Parce qu'on a reçu des témoignages de professeurs qui ont reçu des directives sur le sujet et qui nous informent que, donc voilà, on les a convoqués à une réunion et dans cette réunion, on leur a présenté le document et on les a informés que la remise en cause du narratif gouvernemental de la crise climatique, c'est-à-dire réchauffement climatique, soit ça existe, soit on a un problème en gros. La remise en cause du narratif gouvernemental sur la politique internationale. C'est-à-dire si tu penses que peut-être la vision ukrainien tous très gentil, russe tous très méchant est une vision qui est peut-être un petit peu binaire et manichéenne et que la situation est un petit peu plus complexe. Voilà. Si tu refuses d'utiliser les prénoms auto-assignés pour s'adresser à un élève, par exemple, vous savez ça c'est le coup des pronoms, c'est très très. Vous voyez de quoi je parle, ok. Donc ça pourrait être de facto entré dans la liste des dérives sectaires. L'enseignement qui serait reconnu coupable serait alors soumis à une peine pouvant aller jusqu'à 2 ans d'emprisonnement ferme. Voilà. Si jamais ton élève te dit que ses prénoms c'est grenouille et grenouille, comme j'ai vu ça dans une vidéo dernièrement, et que tu te dis non, je vais pas t'appeler grenouille et grenouille en tant que prénom parce que déjà je sais pas comment ça marche en termes de grammaire, et puis en plus c'est complètement stupide, tu peux prendre jusqu'à 2 ans de prison ferme. Ok, on est d'accord. Balkany, il est resté combien de temps en prison, lui ? Autre question. Voilà. Les enseignements sont aussi sommés. Les enseignants sont aussi sommés de signaler à leur direction tout propos d'élèves pouvant faire l'objet d'une suspicion d'enrôlement dans une sphère complotiste. Non seulement on vous menace, les profs, que si jamais vous exprimez des opinions que vous n'avez pas le droit d'exprimer dans une salle de classe, vous pouvez prendre 2 ans de prison. Ok. Mais en plus, on vous demande de faire de la délation et de pointer du doigt les parents, les mauvais parents. Si t'as un enfant de 6 ans qui te dit ouais, le vaccin c'est pas bien, il faut pas le prendre, tu peux te douter que ses parents sont peut-être là. Dans ces cas-là, on t'invite fortement à aller le dénoncer à la MIVILUDES, au gouvernement et tout ça. Pourquoi faire derrière ? Ça, faut avoir confiance dans notre gouvernement pour prendre les bonnes dispositions. Donc la dictature a franchi encore un nouveau pas, a fait un nouveau pas en avant en France. C'est effectivement inquiétant, mais d'un autre côté pas très surprenant parce qu'on savait qu'à mesure que le plan vers le grand réveil allait s'accentuer, le plan vers le grand reset et la mise en esclavage total de la population allait s'accentuer aussi. Donc voilà, on a un petit peu parlé de ces éléments-là dans la un peu la définition de quelque chose d'obscurantiste comme ça, où en fait tout est interdit à part la lumière, du gouvernement et du roi qui nous éclaire tous de sa vision du monde qui est, elle, la seule juste, etc. C'est tout à fait le contraire même de l'esprit de la France historique, l'esprit historique de la France. Et c'est tout à fait le contraire, si tu vas par là, tu fais très bien de le souligner, des lois naturelles, qui est un sujet qu'on a abordé dans un épisode d'Y-File. Je veux dire, le fait de dire tout est interdit à part ce qu'on t'autorise de faire, c'est l'exact opposé, c'est l'exact antithèse des lois naturelles, où finalement tout est autorisé, sauf ce qui est interdit et qui nuit à ton voisin, en fait. C'est ça, en tout cas, c'est comme ça qu'on avait exprimé les lois naturelles au cours de cette émission. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant qu'on passe à la suite, Nico ? Écoute, c'est parfaitement des trucs, mais c'est parfaitement une secte, en fait, ce gouvernement, donc moi, j'ai pas grand-chose à rajouter, et d'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi je suis parti de l'éducation nationale, parce que je sais comment ça fonctionne en interne, et même si ça peste 30 minutes, après, tout le monde se soumet, en fait, et milieu des pantouflards, un peu. Bon. Voilà. Je pense qu'on peut passer à la suite. Écoute, vas-y, c'est ton sujet spirituel. Donc voilà, la foi en Dieu pour les nuls. Nico, explique-nous tout ça. Alors, la foi en Dieu pour les nuls. Donc du coup, ce sera un sujet spirituel fait à la Nico. Je me suis inspiré d'un créateur russe en fait qui se pose ce genre de questions. Et donc du coup, on va le faire comme étant des gens tout simplement
rationnel. Il n'y aura pas de preuves, etc. Juste écoutez, dites et faites votre propre idée sur ce que j'avance. Voilà. Tous les êtres vivants possèdent un intellect. Chez certains, il est primitif, chez d'autres, médiocre. Chez le corbeau ou le chimpanzé, il est très développé et quant à l'esprit de l'homme, il est parfait. Bon, c'est pas pour autant qu'il est bien utilisé, ça on peut bien être d'accord. Organisons les intellects selon le degré de complexité, on obtient une sorte de hiérarchie sur Terre. Vous voyez, on va des organismes unicellulaires aux organismes pluricellulaires, les insectes, les mammifères, les singes, et après tout en haut, il y a de l'homme. En tout cas, de ceux que l'on connaît comme ça d'une manière carrée et physique. Si l'on divise cette hiérarchie par niveau, par degré, nous remarquons que la compréhension du monde de chaque être est limitée par son niveau. Tout ce qui est au-dessus pour lui est un monde qu'il ne peut pas connaître, et tout ce qui est en dessous sont des êtres primitifs, et c'est ainsi que l'humain voit le monde également. Tout ce qui est en dessous sont des êtres primitifs, et c'est ainsi que l'humain... Ah oui, je me répète. Donc si on est sur le niveau des mouches, par exemple, alors chacune d'entre elles estime qu'elle est au sommet de la création, et ce qui est en dessous sont des organismes primitifs et sous-développés pour on ne sait quelle raison, en fait... On ne sait pas pourquoi ils sont sous-développés, ils existent là, je m'en rends compte. Une mouche, elle mange une petite larve ou une petite bactérie, des choses vivantes. Elle s'en rend compte de cette chose-là. Mais voilà, elle sait qu'elle existe. Alors pourquoi la mouche ne voit-elle pas qu'au-dessus d'elle, il se trouve d'autres esprits? Des esprits supérieurs. Dans l'exemple présent, le dauphin. Parce qu'il y a une gigantesque fossé des différences physiologiques entre ces deux êtres. Pour la mouche, le dauphin est un être extrêmement, beaucoup trop complexe et ainsi disparaît carrément de son paradigme. C'est comme si nous, quand vous savez, voilà, même dans notre imaginaire, les extraterrestres, par exemple, ce sont très souvent des humanoïdes. Voilà, pour ceux qui croient aux extraterrestres. Et à part avoir des yeux, la forme des yeux, la forme de la tête un peu différente ou une texture de la peau différente, globalement, ce sont des, anthropomorphes. Selon notre compréhension. Alors donc, nous allons nous intéresser. On n'a pas vraiment la possibilité de les envisager d'une manière très différente de nous, c'est ça? Oui, supposons que ce sont des êtres tellement différents par leur construction, aussi bien physique que mentale, ou tout simplement qu'ils échappent complètement en fait, tout simplement à nos sens. Tu vas voir avec l'exemple de la banane. Okay. Le monde selon la banane. Pour le bananier, le monde inférieur unicellulaire semble primitif car la banane est un organisme multicellulaire complexe. La banane vit dans sa propre dimension où il y a la lumière du soleil, l'humidité et des substances chimiques. Le bananier est intelligent et avisé, mais à tel point que justement ses feuilles, en fonction du soleil, il se réajuste, etc. pour le copter de mieux en mieux. Voilà. Donc franchement, c'est une forme d'intelligence, on est d'accord. Mais voici qu'un singe arrache et mange une banane. Cette dernière ne peut ni voir, ni avoir conscience du singe. Soudainement, pour X raisons, elle a perdu sa peau, et ensuite la moitié de la chair qui la composait. Mais qu'est-ce qui arrive? Une espèce de bananacalypse, si vous voulez voir. Donc pour la banane, ce sont des processus surnaturels, carrément, ce qui se passe avec elle. Une intervention d'en haut complètement inexplicable. Le singe est un dieu aux yeux de la banane. Un dieu qui est impossible à voir ou à décrire. Le singe que nous connaissons, nous, humains, n'existe pas pour la banane. Pour elle, c'est juste une force qui l'a saisie, qui a fait des choses avec elle. Dans ce cas précis, la banane est athéiste et on peut le comprendre. C'est-à-dire que elle-même, elle pense être au sommet de la création. Mais le singe est bien réel, puisque nous, en tant qu'humains, on sait qu'il y a des singes, etc. Donc il est réel. Et se rend parfaitement compte qu'il mange une banane. Donc il a conscience de la banane, il a conscience qu'il peut la manger, et il interagit avec elle. Il s'avère donc qu'au-dessus de la banane se trouve l'esprit supérieur du singe, qui sait et comprend davantage de choses. Mais au-dessous du singe se trouve un autre esprit supérieur, lequel elle ne peut comprendre. Essayez d'expliquer au singe ce qu'est Internet et ensuite le convaincre de s'abonner, par exemple, à notre site de décodeur. Ça va pas être facile. Pour le singe, Internet est non seulement incompréhensible, pour le singe, Internet, c'est quelque chose qui n'existe pas. Il n'existe pas dans son paradigme, dans son esprit complètement. Et l'humain, pour le singe, est un être qui apporte de la nourriture. J'aime bien ta vanne sur Rumble. La vidéo avec le VPN, enfin la photo, j'aime bien, ça m'a fait marrer. J'ai trouvé ça rigolo aussi. Et pareil, vous voyez,
l'humain, qu'est-ce que c'est l'humain pour le singe? L'humain pour le singe est un être qui apporte de la nourriture et des caresses par moment. Sinon, c'est une menace. Il va s'en méfier. D'ailleurs, c'est quelque chose de très naturel chez les animaux, c'est la méfiance, etc. Qui plus est, le singe, il est convaincu qu'il nous manipule lorsqu'il reçoit son morceau de sucre. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se réfère comme vous savez, la superstition du pigeon. Tu as entendu parler de ça, Rudy? Non, la superstition de pigeon, c'est-à-dire qu'on faisait une expérience, alors je ne me rappelle plus comment il s'appelle le scientifique, Taylor ou quelque chose, et quand pigeon, en fait, il faisait quelque chose, on lui donnait, par exemple, on ouvrait une espèce de trappe où il y avait à manger. Okay. Et petit à petit, pas petit à petit, mais pigeon, en fait, il essayait de reproduire qu'est-ce qu'il a fait pour que la trappe s'ouvre. D'accord? Donc tu le voyais faire des trucs improbables, lever une aile, tourner en rond, lever les deux ailes et tourner en rond et tourner sur lui-même, etc. Tout ce genre de choses, en pensant que c'est ça qui fait ouvrir la trappe. Mais en réalité, ce qui fait ouvrir la trappe, c'est le scientifique qui est derrière, et lui, il le faisait complètement aléatoirement. Donc l'autre, il se rendait fou pour essayer de trouver le pattern du ce pourquoi, en fait, ces choses arrivaient. Et donc le singe, il pense que c'est parce qu'il fait une chose qu'on lui donne de la nourriture. C'est comme ça que pensent la plupart des animaux. Et donc, ce qui est intéressant, c'est ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que l'esprit, enfin de l'intellect inférieur, lorsqu'il reçoit quelque chose de bienveillant de la part de l'intellect supérieur, il a l'impression qu'il est lui-même supérieur à ce qu'il est au-dessus de lui, et qu'en fait, il l'a roulé pour obtenir ce qu'il voulait, en fait. C'est intéressant, ça. Il pense que, en fait, il a la réflexion basique que c'est lui qui fait les choses qui lui arrivent. Tu vois, il n'a pas cette réflexion. Comme quoi, pourquoi est-ce que sur moi il tombe toutes ces choses, tous ces malheurs? C'est moi qui est l'initiateur de la chose. Donc, dans le meilleur des cas, pour le singe, nous sommes une partie de la nature dont il ignore absolument tout. Ainsi, chaque niveau des êtres intelligents a conscience des niveaux inférieurs et ignore les niveaux supérieurs. Nous, par exemple, voilà. La mouche, je suis l'apogée de la création. C'est ce qu'elle doit se dire dans sa tête de mouche. Et le pattern de cela, il est infini. Du moins, on ne le connaît pas. On connaît tout ce qui est en dessous de l'homme. Et après, c'est la foi qui nous permet de on ne peut pas vraiment connaître ce qui est au-dessus, c'est ça? Voilà, on ne peut pas. On ne peut pas, et je vais vous expliquer pourquoi. Le protozoaire n'a pas conscience de l'esprit d'une plante. Une plante n'a pas conscience de l'esprit d'un animal. Un animal de celui de l'humain, et l'humain de celui d'un être supérieur à lui. Il y a un nombre incalculable de niveaux et chaque représentant d'une marche sur cette échelle, se croyant être le sommet, c'est trop encore et encore. C'est-à-dire que chacune pense être le sommet de la création. C'est pas que l'animal n'a pas conscience de l'humain, parce que moi, mon chat a conscience du fait que j'existe, mais mon chat n'a pas la capacité intellectuelle. Il pense être un gros chat. Ouais, c'est ça. Il a l'impression que je suis juste comme lui, mais différent, au même titre que les extraterrestres que tu mentionnais tout à l'heure sont juste comme nous, mais un peu différents. C'est une espèce de manière quelque part de survie spirituelle pour essayer de comprendre ce qui nous est pas compréhensible et pas forcément accessible du premier coup. Ok. Mais c'est exactement ça. Il trouve que tu as un chat un peu chelou, trop grand et qui fait des choses qu'il ne comprend pas, en fait. Parce que tu fais des tas de choses qu'il ne comprend pas, mais il dit bon, tant pis, il est un peu con, on va faire avec. Alors, où en est l'humain dans tout ça? Parce que c'est ça qui nous intéresse. Donc voilà. Et voici que sur une antépénultième marche se trouve l'humain. Et avec l'ardeur qui lui est propre... Attends, juste un truc, t'as employé un mot compliqué là. Pour moi, antépénultième, ça veut dire avant-avant-dernier. Est-ce que c'est ça on parle? Moi, peut-être je l'utilise à tort, et peut-être sûrement que je l'ai utilisé à tort. Antépénultième, pour moi, c'était quelconque. Quelque part. Ah, je pense que... marche X, tu vois. Tu vois, t'essaies d'utiliser des mots compliqués. Parce que je ne l'ai pas écrit antépénultième, je l'ai écrit antépénultième. Mais c'est pas le sujet. Ouais. Et voici que sur une marche X se trouve l'humain. Et avec l'ardeur qui lui est propre, il cherche à vous prouver qu'il est le summum de l'évolution. Il n'y a pas de Dieu et de l'esprit supérieur. Ce sont des conneries, il va vous dire ça. Et notamment, le XXe siècle, il était carrément imprégné de ce genre d'idéologie, mais vraiment à fond. Alors imaginez-vous, quelle foi aveugle faut-il avoir à faire rougir d'envie n'importe quel fanatique pour croire que l'évolution s'arrête à toi. N'est-ce pas? Curieux comme tournure. Pour croire que l'évolution essayez de dire à n'importe quel docteur que vous êtes l'élu de la création, et il vous soignera tout de suite, en fait, et il soignera de la manière suivante, un peu à l'image de, ici, vole au-dessus d'un nid de coco.
Comment hostile je suis les sommets de la création à me traiter ainsi. Malgré tout, dans l'étude de l'univers, la supériorité de l'homme est un dogme. Aujourd'hui, nous on est là, on fait des fusées, on est allé très loin. Et ce, en comprenant qu'à l'échelle du cosmos, l'humain n'a jamais mis le nez plus loin que la décharge orbitale et ne connaît rien de l'univers, ou presque. C'est-à-dire que bon, peut-être, et encore peut-être, on est allé sur la Lune. J'aimerais bien qu'un jour cette question soit résolue, mais en gros, de l'univers connu, on ne connaît rien. On est allé nulle part, et la plupart des choses qu'on connaît de l'univers, on se les imagine en fait, quelque part d'une manière très abstraite, par des formules mathématiques. C'est comme si une mouche... si tu réfléchis, hein, parce que tu nous dis la supériorité de l'homme est un dogme, mais même la supériorité de l'homme moderne de 2022 est un dogme. On est tout à fait. Enfin, je veux dire, une grande partie de la population est convaincue que aujourd'hui, on est historiquement, technologiquement, moralement, scientifiquement plus haut qu'on n'a jamais été avant dans le passé. Donc ça ouais, qu'on n'a jamais vécu aussi bien, avec autant de confort, etc. Alors que globalement, en descendant peut-être en dessous de la Renaissance, on commence à avoir vraiment peu de traces des façons de vivre des gens. Même aujourd'hui, on remet en question. Mais vous savez, le Moyen-Âge, c'était pas comme on se l'imaginait, une catastrophe où les gens mouraient, tu sais, du typhus ou de toutes sortes de conneries dans la rue. Bref, c'est un vaste sujet. Indépendamment de ça, je veux dire, même archéologiquement, en gros, dès que l'archéologie trouve quelque chose qu'il n'arrive pas à expliquer, il le prend, il le met dans la boîte ou des choses dont on va pas parler du tout, hein, et commence à être remplie cette boîte, hein, parce qu'il commence à y en avoir des choses que historiquement, l'histoire officielle n'est pas du tout capable d'exprimer, d'expliquer, de donner une quelconque justification à ça, quoi. Ah, tout à fait. On a une émission justement pour en parler. Alors, donc le niveau de conscience de l'homme sur le monde, l'univers qu'il habite, il est l'équivalent d'une mouche qui aurait fait le tour des toilettes et puis en est revenue, en fait, globalement. Voilà. Quelles sont les connaissances donc du coup de cette mouche sur le monde? Pas grand-chose. Il est impossible de conscientiser ou voir l'esprit supérieur au nôtre, mais il fait partie de la nature et interagit avec l'humain. Combien faut-il de sens à l'humain afin que lui, se trouvant dans sa dimension bananière, toute échelle gardée évidemment, prenne conscience de cet esprit de Dieu? 10, 100, 1000, nous en avons que 5. Bon, allez, 6. On va rajouter l'intuition, ce sixième sens qu'on sent tous savoir, mais qu'on ne saurait pas, comment dire, toucher du doigt. Je suis pas sûr, hein, du coup, des 5 sens. Pour moi, on a beaucoup plus que 5 sens, mais tu vois, par exemple, avoir faim, pour moi, c'est un sens. Hein, tu vois, à un moment donné, c'est quelque chose que tu perçois, un état que tu perçois, tu vois. La proprioception, c'est-à-dire le fait de savoir que tu marches sur du sable ou que tu marches sur du sol dur ou que ça aussi, c'est un sens qui est. Bon, avec ce coup des 5 sens, je sais pas. Mais oui, le coup des dimensions est Oui, d'accord. Voilà, ça va. Quoi qu'il en soit, on a un certain nombre d'essences limitées et qu'au fur de la vie, peut-être on en développe supplémentaires. Mais combien faut-il pour pouvoir percevoir, par exemple, tout le spectre lumineux de l'univers, d'accord, et entendre tout le spectre auditif, tu sais, des ondes extrêmement basses aux ultrasons, etc. Bon, déjà ça c'est un excellent exemple. Donc nous avons que 5 sens, soit dit en passant, mais beaucoup d'entre nous sont convaincus qu'il n'y a pas de Dieu. C'est vrai. Qu'est-ce qui leur permet de plein de gens qui ont cette opinion-là. Moi-même, j'ai eu cette opinion-là dans le passé, ouais. Voilà. Donc, et maintenant, on va parler d'un exemple du chat mort. Soyez pas choqués. Imaginez-vous le corps d'un chat mort voguant sur l'océan. La civilisation des puces qui habitent ce corps continue de génération en génération. Des œufs sortent, des nouveaux individus qui n'ont jamais vu d'autre vie intelligente, puisqu'ils sont sur ce chat qui est sur l'océan. Ils n'ont vu aucune autre vie intelligente. Une de ces puces athéistes aurait sûrement affirmé qu'existence d'esprit en dehors du chat est absurde. Alors que nous savons que nous, du point de vue des humains, nous savons que par-delà des océans et dans ses profondeurs, tout grouille de vie intelligente. Mais si nous parlons de l'esprit supérieur dans le cosmos, on nous considérera comme malade mental. C'est vrai ou pas? Un peu. Je pense qu'on enferme des gens. Je vois ce que tu veux dire en tout cas. Je vois ton point. Voilà. Ouais. Pourtant, nous avons tous chez nous des êtres vivants qu'on entretient. Notamment, par exemple, moi j'aime bien les plantes. Voilà. Les plantes, c'est un très très bon exemple. Nous avons des êtres vivants dans des pots à notre domicile et il est fort probable que cet être-là, tout comme pour la banane, le chimpanzé n'existe pas, ne croit pas en nous. Que quand on l'arrose, il a l'impression qu'il pleut.
Quand on s'adresse à lui, on produit certainement des vibrations, il a peut-être l'impression que c'est le vent ou des choses comme ça qui lui font du bien. Mais pourtant, nous en prenons soin de cet être et pardonnons son absence de foi en nous, puisque Dieu est miséricordieux. J'aime bien la conclusion. C'est terminé là ? Ouais, maintenant c'est terminé. Ouais. Bon alors là, il faut qu'on boucle en 7 minutes, Nico. Donc, mais moi je trouve ça très intéressant comme sujet. Et si je dois te dire, en fait, est-ce qu'il y a une différence entre l'humain et les autres créatures dont tu parles, dans le sens où peut-être que mon chat me considère comme un gros chat, mais moi je considère pas Dieu comme quelqu'un qui est comme moi en fait. Je comprends que je le comprends pas. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, tout à fait. Mais justement, ce qui fait la particularité de l'humain, dans toute cette échelle que j'ai décrite, c'est la projection vers l'abstrait. C'est ça. D'accord. C'est la projection vers l'abstrait. Et donc, du coup, on pourrait peut-être la dire projection que... la projection de l'abstrait nous permet d'envisager ce qui n'est pas représentable. À toi. Si tu remontes un petit peu, Thierry, dans les marches d'escalier, là où l'homme est au milieu des marches grises, allez, un petit peu plus haut. Voilà, ici. En fait, à proprement parler, on n'est pas vraiment sûr, parce que nous, on a cette capacité, dans une certaine mesure, à se représenter l'irreprésentable, comme tu viens de le dire. C'est une capacité qui est limitée. Je veux dire, il y a des capacités d'abstraction, enfin des choses qu'on peut abstraire et des choses qu'on peut plus difficilement abstraire, et puis en plus, ça dépend des gens. Mais si, donc, les marches du dessus sont, dans ton échelle, des entités qui sont supérieures en termes de développement, notamment de développement de conscience et de développement spirituel à nous, donc ils ont cette capacité de penser l'impensable, de se représenter les représentables qu'on n'a pas. Donc peut-être que tout ton exposé, il est valable que pour les échelons du dessous de l'être humain et que il est plus valable pour les échelons du dessus de l'être humain. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je vois ce que tu veux dire, mais toutefois, je reste... Tu vois, dans la Bible, ce qui est dit. Comment sont représentés les anges, les archanges, justement, ils ont ces descriptions, 1000 yeux, etc. En fait, quelque chose d'inenvisageable. Voilà. Ils sont décrits de cette manière-là. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu se trouve en présence des anges. D'accord ? Ouais. Est-ce que tu penses que les anges ont les mêmes sens que nous pour se représenter Dieu ? Est-ce qu'ils sont limités par les mêmes sens ? Non, pas du tout. Ils n'ont pas les mêmes limites, ils ont les mêmes que nous, peut-être plus d'autres. Voilà. Pourtant, sur après, cette échelle-là... tous les sens pour englober la présence divine... ça on n'en sait rien. Moi je dirais que non a priori, mais en fait on n'en sait rien. Moi aussi je pense que non. Mais du moins cet exemple-là déjà démontrerait que entre notre échelle et puis il y a les anges, et les anges ils ont une conscience supérieure à nous, d'accord, de ceux qui se trouvent au-dessus, à savoir Dieu. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Voilà. Comme ton donc chat, cette échelle-là, il s'arrête 2 marches au-dessus. Que la banane. Exactement. Peut-être, ouais. Écoute, là, il nous reste 4 minutes pour conclure. Nico, je te propose qu'on passe au au revoir. Je commence ou tu commences ? Vas-y, commence. Tu sais quoi, je vais y aller parce que j'ai 2 petites nouvelles qui sont arrivées depuis tout à l'heure. Donc, on a Kevin McCarthy qui a été nommé, donc apparemment, c'est lui qui est nominé pour être Speaker of the House. Tout à l'heure. Donc si jamais tout le parti républicain a voté pour lui de très 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 large majorité, genre 188 contre 30, qui ont voté pour Kevin McCarthy, c'est probablement que la place est plus à prendre pour Trump. Donc toute cette histoire de Trump Speaker of the House, c'est probablement pas ça la nouvelle qu'on va avoir ce soir. Ou peut-être ça va être ça et qu'on va avoir un retournement de situation que j'arrive pas à prévoir. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point qui m'a retenu mon attention, c'est que la Maison Blanche vient de faire une demande de 37,7 milliards de dollars pour une nouvelle aide à l'Ukraine. On vient de parler de FTX, de blanchiment d'argent qui sert pour le Parti démocrate et tout ça. Apparemment, ils ont besoin d'encore un petit peu d'argent. Ils ont fait une nouvelle demande pour 37,7 milliards de dollars. Normalement, ce genre de requête doit être approuvée par... Cette affaire devrait détruire le Parti démocrate. Devrait. Écoute, on va voir comment ça se passe. En tout cas, ce qui est pas vraiment encore clair pour moi, je crois que
Je posais la question. En fait, je le sais pas. Mais quand est-ce que les gens qui ont été élus à la Chambre, ils vont vraiment prendre le pouvoir aux États-Unis? Il me semble que c'est pas tout de suite et que c'est en janvier. Faut que je vous revienne là-dessus pour vous confirmer ça. En tout cas, entre maintenant et janvier, si effectivement il y a un délai de latence entre l'ancien Congrès à majorité démocrate et le nouveau Congrès à majorité républicaine, il risque de se passer des choses de ce côté-là. En tout cas, toutes ces choses-là, on va les suivre. Merci d'avoir été avec nous. Pardon pour le côté un peu chaotique de la technique, parce que c'est vrai que Léo assure beaucoup de ces choses-là quand il est avec nous, et puis du coup, on se rend compte que peut-être qu'il va falloir qu'on bosse un peu là-dessus nous aussi pour les prochains lives. Prenez soin de vous, merci d'avoir été avec nous. On se voit vendredi pour un autre live des décodeurs à 20h30 heure française, et voilà, allez en paix les frères et les sœurs. Nico, le mot de la fin. Le mot de la fin, moi aussi j'ai une petite info. Alors, un haut responsable de la guerre en Russie a dit qu'ils n'étaient pas visés. En fait, la frontière ukrainienne du côté de la Pologne n'était pas visée, donc c'est exclu. Donc ça a de plus en plus l'air d'une attaque sous faux drapeau où l'Ukraine elle aurait profité de ces bombardements afin de balancer quelques missiles sur la Pologne, histoire d'entraîner tout le temps dans cette guerre. On verra. La suite de l'histoire nous montrera de quoi il en retourne. Sur ce, les amis, je tiens à vous dire, je vous aime, marchez en paix, et j'espère vous retrouver à 3 la prochaine fois, très bientôt, vendredi, c'est ça? Prends soin de toi, Léo. Ouais, vendredi. Léo, on t'aime, tu nous as manqué, hein. Et ton gros ego, il nous a manqué ici au milieu. Ciao, ciao tout le monde. Allez, générique, bye bye.